Ramaphosa réagit aux 13 soldats sud-africains tués par les RDF de Kagame. Le Rwanda s'est-il fait un nouvel ennemi? Lorsqu'il tirait au-dessus de nos têtes, le président a dû les avertir que si cela continuait, ce serait interprété comme une déclaration de guerre et que nous serions obligés de défendre notre peuple. C'est à ce moment-là que les tirs ont cessé. Mais il s'agit d'une crise. Le Rwanda, et je ne veux pas dire seulement le M23, mais le Rwanda lui-même, a franchi une ligne rouge. Notre président aurait dû faire preuve de force et de détermination pour défendre notre peuple et notre nation. Nous ne pouvons pas être diplomatiques dans cette situation. Nous connaissons très bien le président Kagame. Il nous avait averti que si l'Afrique du Sud intervenait, il nous punirait. Et il l'a fait. Et nous continuons à parler de paix comme si nous ne savions pas ce qui allait arriver. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est adressé à la nation après la perte tragique de 13 soldats sud-africains dans l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Bien qu'il soit destiné à rassurer la nation et à honorer les soldats tombés au combat, ce discours soulève des questions cruciales. M. Ramaphosa a-t-il réagi avec la force requise d'un dirigeant lorsque les soldats de son pays sont tués dans un conflit étranger? Les actions de Paul Kagame ont-elles créé davantage d'ennemis pour le Rwanda? Et surtout, la réponse de Ramaphosa expose-t-elle les vulnérabilités de l'Afrique du Sud sur la scène internationale? Dans cet examen critique, nous analysons les implications les plus profondes du discours de M. Ramaphosa, nous disséquons les tensions diplomatiques sous-jacentes et nous nous demandons si l'engagement militaire de l'Afrique du Sud est durable ou s'il s'agit d'une erreur coûteuse. Il ne fallait pas mal interpréter la situation dès le départ. Nous savions que la situation était tendue. Nous savions que le Rwanda avait toujours eu l'intention d'annexer le Kivu et de l'intégrer à son territoire. Nous savions aussi qu'il ne renoncerait pas à cet objectif et que ce n'était pas un homme de parole. Cet homme n'a pas hésité à venir en Afrique du Sud pour tuer ses propres opposants. Les rebelles du M23 sont soutenus par le Rwanda, comme vous l'avez mentionné. Le message envoyé par le président Cyril Ramaphosa à son homologue rwandais appelant à un cessez-le-feu est arrivé à un moment critique. Nos membres ont effectivement été attaqués, comme vous venez de le souligner. Mais regardez, le président Mandela était un vieil homme. Il avait 75 ans lorsqu'il était au pouvoir. Cyril Ramaphosa, qui est de ma génération, aurait dû être plus ferme lorsqu'il a discuté avec Kagame. Il aurait dû clairement indiquer que l'Afrique du Sud n'accepterait pas une telle situation et que les responsables en paieraient le prix. C'est ce que j'attendais du président. Bien sûr, il a des diplomates, notamment la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor, qui peut jouer un rôle diplomatique. Mais il s'agit d'une crise. Le Rwanda, et je ne veux pas dire seulement le M23, mais le Rwanda lui-même a franchi une ligne rouge. Notre président aurait dû faire preuve de force et de détermination pour défendre notre peuple et notre nation. Nous ne pouvons pas être diplomatiques dans cette situation. Nous connaissons très bien le président Kagame. Il nous avait averti que si l'Afrique du Sud intervenait, il nous punirait. Et il l'a fait. Et nous continuons à parler de paix comme si nous ne savions pas ce qui allait arriver. Appel à un cessez-le-feu, je peux assurer aux Sud-Africains que nos camps n'ont pas été attaqués au cours des dernières 48 heures. Malheureusement pour nous, lorsque nous étions à Goma, vos forces de la RDC combattaient les forces rwandaises au-dessus de nos têtes. Et c'est à ce moment-là que nous avons perdu 3 personnes. Nous avons donc dû rapidement communiquer avec le M23 pour leur dire que nous ne faisions pas partie de la bataille, afin qu'ils ne combattent pas au-dessus de nos têtes. C'est ainsi
que nous avons convenu avec eux d'arborer un drapeau blanc pour signaler que nous n'étions pas impliqués dans les combats et que nous ne voulions pas être pris pour cible. Par ailleurs, le M23 avait besoin d'un passage libre pour se rendre à Saké, afin de récupérer leurs combattants décédés. Nous avons donc convenu d'un cessez-le-feu, leur permettant d'avoir un passage sécurisé. Nous n'avons pas ouvert le feu sur leur mouvement, car nous ne savions pas exactement quelle direction ils allaient prendre. Ce cessez-le-feu a été convenu aussi bien par les généraux du M23 que par nos propres généraux. Ce processus est toujours en cours et, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune attaque depuis le cessez-le-feu que nous avons demandé et obtenu du M23. Les dernières informations que j'ai reçues vers 13 heures indiquent qu'il y a de violents combats à Goma entre le M23 et les forces de la RDC. La situation est extrêmement tendue et compliquée. C'est pourquoi nous communiquons toutes les 2 heures pour évaluer la situation. De notre côté, il n'y a eu aucune activité ni attaque. En tant que pays, nous surveillons la situation en permanence pour voir si des mesures doivent être prises afin d'améliorer les choses. Le président est également en contact permanent avec le président de la RDC et avec la direction de la SADC en RDC. Hier soir, il y a eu un engagement mené par le secrétaire Mwanza et je pense que le ministre en parlera sous la direction de la Tanzanie qui dirige le processus. Nous sommes également en discussion avec d'autres acteurs comme l'Angola qui étaient responsables des pourparlers de paix. L'Angola est donc impliqué dans les discussions, ainsi que le Rwanda, qui est accusé d'être l'un des principaux instigateurs du conflit. C'est pourquoi nous maintenons la communication avec eux. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'hostilité entre nous. Cependant, lorsqu'ils tiraient au-dessus de nos têtes, le président a dû les avertir que si cela continuait, ce serait interprété comme une déclaration de guerre et que nous serions obligés de défendre notre peuple. C'est à ce moment-là que les tirs ont cessé. Le discours de M. Ramaphosa, bien que sombre et diplomatique, soulève d'importantes préoccupations quant à la politique étrangère de l'Afrique du Sud, à son état de préparation militaire et à sa position plus générale dans le paysage sécuritaire de l'Afrique. La perte de 13 soldats n'est pas un incident mineur. Il s'agit d'une attaque directe contre les forces sud-africaines dans ce qui aurait dû être une mission de maintien de la paix. Bien que le président ait exprimé ses condoléances, rendu hommage aux soldats tombés au combat et assuré le public que tout le soutien nécessaire était apporté aux familles endeuillées, sa réponse n'a pas eu l'assurance et la clarté stratégique que l'on attendrait d'un dirigeant dont les concitoyens viennent d'être tués au combat. Lorsque les soldats d'une nation meurent au combat, le dirigeant doit exprimer sa tristesse et proposer un plan d'action décisif. Dans le cas présent, la réponse mesurée et diplomatique de M. Ramaphosa semble presque détachée de la gravité de la situation. A-t-il minimisé la gravité de l'attaque pour éviter une escalade des tensions avec le Rwanda? Ou s'agit-il d'un signe de la réticence de l'Afrique du Sud à faire face à la réalité de son engagement militaire en RDC? L'un des éléments les plus frappants de toute cette épreuve est l'implication du Rwanda. Le discours blâme explicitement les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises, RDF, pour l'escalade de la situation, marquant ainsi un moment diplomatique important. En blâmant directement le Rwanda, M. Ramaphosa a essentiellement reconnu que l'Afrique du Sud est engagée dans une guerre par procuration avec Kigali, qu'elle veuille l'admettre ou non. Paul Kagame est depuis longtemps accusé d'interférer en RDC, de soutenir les rebelles du M23 et d'alimenter l'instabilité à des fins stratégiques et économiques. Mais aujourd'hui, avec les troupes sud-africaines prises entre deux feux, les enjeux sont encore plus importants.
La mort de 13 soldats n'est pas seulement une perte de guerre, elle représente un coup direct de l'intervention militaire de l'Afrique du Sud et soulève la question suivante. Le Rwanda a-t-il fait un mauvais calcul? Le Rwanda a-t-il fait un mauvais calcul? En tuant des soldats sud-africains, Kagame s'est peut-être fait un ennemi puissant en Afrique du Sud et, par extension, dans la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. La présence des forces de la SAMIDRC est censée stabiliser la RDC. Néanmoins, après cette défaite, l'Afrique du Sud et ses alliés pourraient subir des pressions accrues pour adopter une position plus rigide à l'égard des ambitions régionales de Kagame. Si le discours de M. Ramaphosa a clairement indiqué que l'engagement de l'Afrique du Sud en RDC n'était pas une déclaration de guerre, la réalité sur le terrain suggère le contraire. La présence des troupes sud-africaines dans une zone de guerre active signifie qu'elles sont déjà engagées dans le combat, que le gouvernement le reconnaisse ou non. La vraie question est la suivante. Que se passera-t-il ensuite? Si une nouvelle attaque contre les troupes sud-africaines se produit, M. Ramaphosa adoptera-t-il une position plus ferme ou continuera-t-il à prôner la diplomatie alors que les soldats sud-africains restent exposés? Compte tenu de la nature imprévisible et volatile du conflit, les dirigeants sud-africains devront bientôt décider s'il convient d'intensifier leur engagement militaire ou de reconsidérer complètement leur rôle en RDC. En outre, en affirmant l'engagement de l'Afrique du Sud en faveur de la paix, tout en appelant au retrait des forces extérieures de la RDC, M. Ramaphosa est pris dans une contradiction. S'il croit à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, pourquoi l'Afrique du Sud participe-t-elle à des opérations militaires dans ce pays? La paix peut-elle être instaurée tant que des troupes étrangères, y compris celles de l'Afrique du Sud, sont encore présentes? L'une des principales préoccupations concernant l'intervention militaire de l'Afrique du Sud en RDC est de savoir si la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF, est équipée pour ce type d'engagement. Dans son discours, Ramaphosa a rassuré le public en affirmant que des efforts étaient faits pour que les troupes soient bien équipées et soutenues. Mais est-ce bien le cas? La SANDF a récemment été confrontée à d'importants défis logistiques, financiers et opérationnels. Les rapports faisant état d'équipements obsolètes, d'un moral en berne et d'un financement inadéquat soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du pays à maintenir une présence militaire prolongée dans une zone de conflit hautement volatile. Si l'Afrique du Sud n'est pas préparée à un conflit prolongé, pourquoi engage-t-elle des troupes sur un front où elles sont prises pour cible et tuées? En outre, il y a la question du soutien de l'opinion publique. Alors que M. Ramaphosa a exhorté tous les Sud-Africains à se rallier aux troupes, dans quelle mesure cette intervention bénéficie-t-elle d'un soutien national? Contrairement aux guerres où la sécurité nationale est directement en jeu, il s'agit d'un conflit étranger dans lequel le rôle de l'Afrique du Sud n'est pas universellement compris ou soutenu. Si le nombre de victimes continue d'augmenter, des pressions croissantes pourraient s'exercer sur le gouvernement pour qu'il retire ses troupes et réévalue sa stratégie de politique étrangère. Le discours de M. Ramaphosa a également abordé l'importance de la position du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le conflit en RDC. Bien que les Nations Unies aient appelé à la fin des hostilités et au retrait des forces extérieures, l'histoire a montré que ces résolutions n'ont souvent que peu d'impact immédiat sur le terrain. La question la plus importante reste la suivante. Comment cela affecte-t-il l'Afrique du Sud? Comment cela affecte-t-il la position de l'Afrique du Sud dans la politique régionale et mondiale? Au sein de la SADC, l'Afrique du Sud
est l'une des principales voix de la SADC, et ses pertes militaires en RDC pourraient conduire à des appels plus affirmés en faveur d'une réponse régionale collective contre l'agression présumée du Rwanda. Si la SADC devient plus unie contre le Rwanda, Kagame pourrait être confronté à un isolement diplomatique croissant en Afrique. Kagame et Ramaphosa sont des personnalités influentes au sein de l'Union africaine, et cette crise pourrait diviser davantage l'organisation. L'UA adoptera-t-elle une position plus ferme à l'égard du Rwanda ou conservera-t-elle sa neutralité diplomatique habituelle? Sur le plan international, l'Afrique du Sud s'est positionnée comme un gardien de la paix dans les conflits mondiaux. Mais cette situation met en lumière les risques et les coûts d'un tel rôle. La communauté internationale suivra de près la manière dont l'Afrique du Sud gérera ses pertes militaires et si elle cherchera à obtenir justice ou à faire des compromis. Bien que posé et diplomatique, le discours de M. Ramaphosa laisse de nombreuses questions sans réponse. La perte de 13 soldats est un moment décisif pour la stratégie militaire, la politique étrangère et l'influence régionale de l'Afrique du Sud. Ramaphosa se montrera-t-il à la hauteur et adoptera-t-il une position ferme face à l'agression du Rwanda? Ou bien son gouvernement continuera-t-il à avancer prudemment, espérant résoudre la crise par la seule voie diplomatique? Une chose est sûre, il ne s'agit pas seulement de 13 soldats tombés au combat. Il s'agit du rôle de l'Afrique du Sud dans la géopolitique africaine, de sa capacité à protéger ses forces à l'étranger et de sa volonté d'affronter des adversaires puissants comme Kagame. Si M. Ramaphosa n'agit pas de manière décisive, l'Afrique du Sud risque de perdre sa crédibilité en RDC et sur l'ensemble du continent africain. Si l'Afrique du Sud veut maintenir sa crédibilité, protéger son personnel militaire et affirmer son influence dans la région, elle doit adopter une position plus rigide à l'égard du Rwanda. L'agression de Kagame a désormais coûté directement des vies sud-africaines et une réponse diplomatique mesurée pourrait ne pas suffire à éviter d'autres pertes. Voici pourquoi l'Afrique du Sud doit agir de manière décisive. Premier, le modèle de déstabilisation régionale de Kagame. Les incursions militaires de Paul Kagame en République démocratique du Congo, RDC, ne sont pas nouvelles. Depuis des décennies, le Rwanda est lié à des guerres par procuration, à l'exploitation des ressources et à des mouvements rebelles armés dans la région. Le Rwanda soutient depuis longtemps les rebelles du M23 qui sont au cœur de cette dernière crise. En s'en prenant aux soldats de la paix, Kagame envoie un message clair. Il ne respecte ni les accords internationaux, ni la diplomatie régionale, ni la souveraineté des États voisins. Cela ne peut rester sans réponse. Si Kagame est prêt à tuer des soldats sud-africains aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêchera de poursuivre l'escalade demain? Les réponses faibles ne font qu'enhardir les agresseurs. 2. La présence militaire de l'Afrique du Sud doit avoir des dents. Ramaphosa a clairement indiqué dans son discours que la présence militaire de l'Afrique du Sud n'était pas une déclaration de guerre, mais plutôt un effort de maintien de la paix. Cependant, les réalités sur le terrain prouvent le contraire. Les troupes sud-africaines se trouvent désormais dans une zone de combat active et elles sont prises pour cible. L'idée que l'Afrique du Sud puisse maintenir une position passive de maintien de la paix alors que ses soldats sont tués est à la fois irréaliste et dangereuse. Si l'Afrique du Sud ne riposte pas d'une manière ou d'une autre, elle créera un dangereux précédent pour Kagame et tout dirigeant susceptible de contester l'influence de l'Afrique du Sud dans de futurs conflits. L'Afrique du Sud doit augmenter la pression militaire pour dissuader de nouvelles attaques. Les règles d'engagement doivent permettre des représailles rapides contre toute agression des FDR.
Des frappes aériennes tactiques et des contre-offensives devraient être envisagées si les troupes sud-africaines sont à nouveau attaquées. Troisième, une réponse plus forte de la SADC est nécessaire. L'Afrique du Sud ne doit pas rester seule dans cette confrontation. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, doit s'opposer collectivement à l'agression continue de Kagame. Kagame a rencontré à l'épreuve non seulement l'Afrique du Sud, mais aussi l'ensemble du bloc de la SADC. L'Afrique du Sud devrait faire pression sur la SADC pour obtenir une réponse militaire et diplomatique unifiée contre les actions du Rwanda. Des sanctions militaires et des avertissements devraient être émis à l'encontre de Kagame. Les pays de la SADC devraient reconsidérer leurs relations diplomatiques avec le Rwanda si l'agression se poursuit. Sans une réponse ferme et coordonnée, Kagame poursuivra son programme expansionniste au détriment des vies sud-africaines. Quatrième, l'action diplomatique doit être à la hauteur de la force militaire. Si l'action militaire est nécessaire pour protéger les troupes, l'Afrique du Sud doit également intensifier la pression diplomatique sur le régime de Kagame. Rappelez l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Rwanda comme signal d'alarme. Pousser à l'isolement international de Kagame par le biais de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies. Exiger que les responsables de l'assassinat des soldats de la paix rendent des comptes et intenter une action en justice auprès des instances internationales. Une réponse diplomatique sans soutien militaire sera ignorée et une réaction militaire sans diplomatie pourrait dégénérer de manière imprévisible. L'Afrique du Sud doit utiliser les deux. Cinquième, Kagame doit savoir qu'il y a des conséquences. Kagame a dirigé le Rwanda d'une main de fer, utilisant l'agression militaire et les manœuvres diplomatiques pour maintenir son influence dans la région des Grands Lacs. Il a l'habitude d'intimider les dirigeants les plus faibles, mais l'Afrique du Sud n'est pas un pays faible. Si M. Ramaphosa n'agit pas de manière décisive, l'Afrique du Sud risque de perdre le respect de la région si elle laisse Kagame s'en tirer en tuant ses soldats. Devenir une cible facile pour de futurs agresseurs qui ne la verraient pas disposée à riposter. Affaiblir son influence géopolitique en permettant à Kagame de dicter ses conditions en Afrique centrale. Kagame doit comprendre que les vies sud-africaines ne sont pas bon marché. Il doit subir une pression militaire et diplomatique afin de savoir que toute attaque contre les troupes sud-africaines aura de graves conséquences. Ramaphosa a le choix. Premier, poursuivre la diplomatie douce et risquer que d'autres soldats sud-africains soient tués. 2. Adopter une position plus ferme, exercer des représailles si nécessaire et faire savoir que l'Afrique du Sud ne tolérera pas l'agression de Kagame. La réponse est claire. L'Afrique du Sud doit adopter une position plus rigide. Il est temps que la dissuasion militaire, l'action diplomatique et l'unité régionale mettent fin au bellicisme inconsidéré de Kagame. Si l'Afrique du Sud n'agit pas maintenant, Kagame ne fera qu'aller plus loin. Combien de soldats sud-africains devront encore mourir avant que des mesures soient prises?